Démons et merveilles, 15 février 1984, Le gardien du cimetière, de Jean Ray. Sur la table, j'ai disposé les 3 tasses, comme tous les soirs. J'ai mis les casquettes des gardiens sur la plaie rouge de leur tête. Vu de la fenêtre, on dirait qu'ils dorment. L'attente commence. Comme les aiguilles de l'horloge glissent lentement vers minuit, l'ancienne heure terrible du jour. Azathoth, de Howard Phillips Lovecraft. Quand, donc, toutes ces choses furent arrivées, et que les désirs enfantins s'effacèrent à tout jamais des mémoires, il se trouva un homme pour effectuer un voyage hors de cette existence et partir dans l'espace, à la recherche de nos anciens rêves. Ce sont les extraits des 2 histoires qui faisaient partie de la première émission de Démons et merveilles le mercredi 15 février 84 entre 23h et 24h que vous venez d'entendre. Ces 2 nouvelles, je vous proposerai de les écouter dans un instant, mais avant cela, jetons une oreille attentive à la bande-annonce de Démons et merveilles à cette époque. Si vous aimez le fantastique et la science-fiction, je vous invite à écouter tous les mercredis soirs, de 23h à 24h sur l'écho des Garrigues, Démons et merveilles. Voilà, après cet aperçu d'une des bandes-annonces de Démons et merveilles, je vous propose d'écouter l'enregistrement original de la première des 2 nouvelles diffusées dans cette émission le 15 février 1984, tout de suite après vous avoir parlé de son auteur, en l'occurrence Jean Ray, auteur du Gardien du cimetière. Raymond Jean-Marie de Kremer, dit Jean, auteur belge d'expression française, né à Gand en 1887, mort en 1964. Né d'un père marin et d'une mère institutrice, il commence ses études dans sa ville natale et revient les y achever après les avoir poursuivis quelque temps en Wallonie. Il passe alors par l'Athénée, autrement dit le lycée de Gand, puis il entre à l'école normale de cette même ville. Mais le métier d'instituteur le tente infiniment moins que la marine marchande. Toutefois, si sa vie fut souvent aventureuse, il navigua beaucoup moins que le veut une légende que son tempérament de conteur le poussait tout naturellement à embellir. En fait, après s'être occupé de music-hall, toujours à Gand et dès 1909, ce qui l'amena à signer Jean Ray plusieurs revues écrites en collaboration, il vivra surtout de sa plume. On le verra journaliste, rédacteur en chef ou directeur littéraire de différentes publications. Puis on le retrouvera à la tête d'un hebdomadaire pour la jeunesse, écrivant pour celle-ci, soit en français, soit en néerlandais, d'innombrables récits signés d'un nouveau pseudonyme, John Flanders. En 1923, de passage à Paris, il fait la connaissance de Maurice Renard, de Rosny aîné et vraisemblablement de Colette. 2 ans plus tard, il publie un premier recueil de récits fantastiques, Les Contes du Whisky. Un second, La Croisière des Ombres, paraît en 1932. À peu près dans le même temps, d'aucuns disent de 1926 à 1935, d'autres de 1931 à 1940,
Il écrit anonymement en français une bonne centaine de fascicules consacrés aux exploits d'Harry Dixon, le Sherlock Holmes américain. En ayant d'abord traduit quelques-uns du néerlandais, dérivés eux-mêmes d'originaux allemands, il les réinvente bientôt de bout en bout, au point d'en faire une œuvre personnelle, plus fantasmagorique celle-là que vraiment fantastique. Puis, tout en continuant d'écrire pour la jeunesse, il publie 4 recueils de récits fantastiques, Le Grand Nocturne, 1942, Les Cercles de l'Épouvante, 1943, Les Derniers Contes de Canterbury, 1944, 2 romans, Malpertuis, 1943, son chef-d'œuvre, et La Cité de l'Indicible Peur, 1943, plus policier celui-ci que fantastique, à quoi il faut ajouter une anthologie de récits toujours fantastiques de divers auteurs, La Gerbe Noire, en 1947 par exemple. 2 nouveaux recueils, Le Carrousel des Maléfices et Les Contes Noirs du Golfe, paraîtront encore à titre posthume en 1964. Un court roman, Saint-Judas de la Nuit, les aura précédés de peu cette même année. À vrai dire, ce ne fut qu'en 1951 que Jean Ray commença vraiment d'être connu. Signalons enfin que 2 films de long métrage ont été tirés de 2 de ses œuvres, La Grande Frousse, c'est-à-dire La Cité de l'Indicible Peur, film français réalisé par Jean-Pierre Mocky en 1964, et Malpertuis, film belge réalisé par Harry Kummel en 1972. Que Maurice Béjart s'est inspiré d'un de ses récits pour l'un de ses ballets, qu'une demi-douzaine au moins de ses contes et nouvelles ont fait l'objet de moyens métrages réalisés pour la télévision belge, et qu'Alain Resnais a longtemps rêvé de tourner quelques-unes des aventures d'Harry Dixon. Je vous propose donc d'écouter tout de suite l'enregistrement original de la nouvelle Le Gardien du Cimetière de Jean Ray, enregistré, je le répète, le 15 février 1984. À signaler également qu'il manque un tout petit morceau de l'histoire au début, mais que cela ne modifie en rien la compréhension du texte. Le Gardien du Cimetière. Il y a 8 ans, la face des choses changea. Peu de temps avant sa mort, la richissime duchesse Opolchenska, noblesse russe ou bulgare, proposa à la ville d'acheter le cimetière désaffecté pour une somme fantastique, à la condition qu'elle pût y avoir sa tombe et qu'elle fût la dernière à y être inhumée. Elle ajouta que le cimetière serait gardé nuit et jour par 3 gardiens, aux frais desquels un legs pourvoirait. 2 de ses anciens serviteurs étaient désignés, un 3e était à adjoindre. Je le répète, la ville était pauvre, elle accepta d'emblée. Aussitôt, une foule d'ouvriers s'occupa d'ériger dans le coin le plus reculé du cimetière un mausolée vaste comme un petit palais, et le mur d'enceinte fut triplé de hauteur et hérissé de hallebardes de fer. À peine achevé, le mausolée reçut la dépouille de la duchesse. Le monde n'avait vu dans tout cela qu'une pointe d'originalité. La millionnaire, s'étant fait enterrer avec des joyaux d'une immense valeur, voulait mettre sa dernière demeure à l'abri des détrousseurs de tombes. Et voici mon histoire. Les 2 gardiens m'ont fait excellent accueil. Ce sont des colosses à la mine de bulldog. Pourtant, ils doivent être de braves gens, car j'ai vu leur joie et leur énorme satisfaction devant mon bel appétit. Et seuls les braves cœurs sourient à l'appétit des misérables. En entrant en fonction, j'ai dû jurer la rigoureuse observance du règlement. Ne pas quitter le cimetière pendant la durée de mon engagement, 1 année. N'avoir aucun rapport avec l'extérieur, ni chercher à en avoir. Ensuite, ne jamais approcher du mausolée de la duchesse. Velicho, qui est strictement affecté à la surveillance de ce coin du cimetière, m'apprit que sa consigne était de faire feu sur n'importe qui s'approchait de la tombe. Ce disant, il braqua négligemment sa carabine sur une lointaine ramure de peuplier où sautillait une ombre minuscule. Le coup partit, et un jet, au plumage piqué d'azur, dégringola. Velicho était un tireur remarquable. Il le prouvait du reste tous les jours, car le cimetière fourmillait de lapins sauvages, de gros ramiers au duvet au palin, et même de faisans qui fuyaient parfois, rapides, dans l'ombre des fourrés. Ossip, le second gardien,
le seul qui sortait du cimetière pour aller aux provisions, nous confectionnait d'exquis petits plats de gibier. Oh, je me rappelle une étonnante galantine de volaille, figée dans un jus doré et qui fondait dans la bouche, onctueuse crème de viande tendre, de truffes, de pistaches, de piments et de graisse fine. Mes journées se passent à manger et à me promener dans le mélancolique parc qu'est devenu le cimetière. J'ai emprunté une carabine à Velicho, mais, piètre tireur, je ne parviens qu'à éveiller par-ci et par-là un écho qui passe alors pendant quelques secondes comme une pauvre plainte entre les tombes oubliées. Le soir, dans notre petite salle de garde, nous nous réunissons autour du poêle calorifère dont l'œil rouge de Mika rougeoie malicieusement. Au dehors, il n'y a que le vent et les ténèbres. Ossip et Velicho parlent peu. Leurs visages tournés de trois quarts vers la haute fenêtre badigeonnée de nuit, ils semblent toujours aux écoutes. Et ces grosses figures de chiens de garde semblent refléter l'angoisse. Pourquoi ? Je souris à la superstition de leur âme fruste, et, en ces moments, je me sens supérieur à eux. Oui, pourquoi l'effroi ? Au dehors, il n'y a que l'obscurité des nuits d'hiver, que la plainte aigre du vent. Parfois, haut dans le ciel, des rapaces nocturnes crient à la mort, et lorsque la lune se tient petite et brillante dans le coin de la plus haute fenêtre, j'entends des pierres se fendre par le gel. Vers minuit, Ossip nous prépare une boisson chaude qu'il appelle chour ou skour. C'est un breuvage presque noir, fleurant bon les plantes étranges. J'en bois avec un plaisir extrême. À peine la dernière gorgée est-elle avalée qu'une exquise chaleur me pénètre. J'éprouve un sentiment de bien-être inouï. Je voudrais rire et parler, ne serait-ce que pour demander une seconde tasse, mais voilà que je ne le puis pas. Une roue multicolore se met à tourner devant mes yeux, et je n'ai que le temps de me jeter sur mon lit de camp pour m'endormir aussitôt. Non, je ne crains pas la nuit du cimetière. Ce que j'appréhende, c'est l'ennui. Et c'est ce qui m'a conduit à tenir mon journal, ou plutôt à noter mes impressions, car ce n'est pas à proprement parler un journal, puisqu'il ne porte ni jour ni date. C'est de ce cahier que j'extrais tous les passages relatifs à mon effrayante aventure, monsieur le juge d'instruction. Je n'ai pas voulu vous astreindre à lire les poétiques descriptions de tombes encapuchonnées de neige, ni mes idées sur Grieg et sur Wagner, ni mes préférences littéraires, ni mes élucubrations philosophiques sur la peur et la solitude. Ossip et Velicho me gâtent. Que d'admirables menus. Dire que l'autre jour, comme je n'avais pas montré le même appétit qu'aux autres repas, ils marquèrent une inquiétude presque ridicule. Velicho a reproché à son compagnon, dans des termes d'une violence exagérée, de n'avoir pas soigné le repas comme de coutume. Depuis, Ossip ne fait que me consulter sur mes goûts et mes préférences. Ah, les braves gens. À ce régime, je devrais grossir comme une caille. Il n'en est rien. C'est curieux. Par moments, je me trouve une mine extrêmement souffreteuse. Hier, j'ai eu une première impression de peur. Pourtant, je dois avouer qu'il n'y avait matière qu'à un sursaut désagréable. Entre chien et loup, comme je sortais d'une petite allée transversale, un cri affreux a déchiré le silence. Il me semble avoir vu Velicho sortir de la maison de garde et s'enfoncer en courant dans les taillis. Lorsque je suis arrivé au poste, j'ai vu Ossip surveiller attentivement les fourrés assombris. Comme je lui ai demandé ce qui était cet appel, il m'a répondu que c'était un courlis. Le lendemain, Velicho m'en apporta un qu'il avait tué. Drôle de petite bête, à l'immense bec long comme une dague. Et quelle vilaine clameur pour un oiseau pourtant si gracieux. J'ai ri en palpant son duvet cendré, mais mon rire a sonné faux et mon impression d'angoisse ne s'est pas dissipée complètement comme je l'aurais voulu. Décidément, ma santé n'est pas aussi brillante qu'elle devrait l'être.
Pourtant, je mange comme un loup et Ossip se surpasse. Mais le matin, une bizarre torpeur me tient encore au lit alors que le soleil joue sur le carreau, que j'entends le coup de fouet de la carabine de Velicho et le tintamarre des casseroles d'Ossip. Une sourde douleur me tenaille la peau derrière l'oreille gauche. En regardant de plus près au miroir, je découvre une légère rougeur autour d'une minuscule boursouflure de chair vive. C'est une petite plaie de rien du tout, mais elle me fait bien mal. Aujourd'hui, comme je battais les taillis, à l'affût de quelques ramiers ou d'une bécasse, quelque chose a bougé dans les branches proches. J'ai vu un splendide coq faisan poussant sa tête fine entre deux brindilles. L'occasion était trop belle. Je tirai. La bête blessée s'enfuit devant moi, une aile pendante. Bravement, je m'élançai et une poursuite assez longue commença. Soudain, je m'arrêtai, abandonnant ma proie. Je venais d'entendre une voix. Elle était rauque et plaintive. Des mots dans une langue inconnue sonnaient lamentablement et presque suppliants. Je regardais autour de moi. Derrière une lourde haie de cyprès et de sapins se profilait une masse sombre. Le tombeau de la duchesse. J'étais en terrain défendu. Me rappelant l'avertissement de Velicho, je battis en retraite, juste à temps pour voir ce dernier sortir du bosquet des conifères, nu-tête et pâle comme un mort. Le soir, comme je l'observais, je vis une longue strie livide sur la chair de sa joue droite. Il me sembla qu'il faisait des efforts pour la cacher à mes regards. Il n'est pas loin de minuit. Mes deux compagnons jouent au dé. Tout à coup, mon cœur s'arrête, glacé de frayeur. Près de la maison, tout près, le courlis a crié. Oh, l'affreuse clameur! On dirait que tout le cimetière Saint-Guiton crie son horreur. Velicho est resté immobile comme une statue, le cornet de cuir au doigt. Ossip, avec un cri sourd, s'est rué vers le réchaud où le chour chauffait. Il m'a vraiment poussé la tasse dans les doigts et j'ai vu que sa main tremblait. Oh, comme j'ai mal! La boursouflure rose derrière mon oreille s'est agrandie. Au centre, la petite plaie plus profonde saigne. J'ai mal! Oh, j'ai mal! Hier, je me suis promené le long de la muraille de clôture, côté est. C'est un endroit sinistre où je ne m'étais jamais aventuré. Une haute haie de houx attira mes regards. Elle allait de la muraille est à la muraille nord, clôturant ainsi un lopin de terre triangulaire qui échappait à ma vue. Quelle étrange appréhension me fit souhaiter de voir l'espace isolé de la sorte. Cela me fut très difficile, car la haie était épaisse et chaque feuille de houx était une petite main griffue qui me lacérait la peau. Il n'y avait rien dans l'enclos, si ce n'est 8 croix, dont la vétusté allait pour ainsi dire en gradation régulière. Ainsi, la première était pourrie et lavée par des pluies, la 8e semblait toute fraîche. C'était comme des tombes nouvelles. Cette nuit-là, j'eus un sommeil hanté de cauchemars. J'eus l'impression d'un poids énorme m'écrasant la poitrine et, dans ma torpeur, ma plaie me faisait atrocement souffrir.
Oh, j'ai peur. Quelque chose se passe. Comment ne l'ai-je pas remarqué plus tôt? Ni Ossip, ni Velicho ne boivent le chour. Ce matin, ils ont oublié les 3 tasses sur la table. Seule la mienne contenait les restes de breuvage. La leur était nette. Je dois dormir. Ce soir, je veux rester éveillé. Je veux voir. J'ai bu le chour. Je suis couché sur le lit de camp. Je ne veux pas dormir. Je ne veux pas. De toute ma volonté, de toutes les forces de mon cerveau. Oh, la terrible lutte contre ce sommeil de plomb et de fer. Ossip et Velicho me regardent. Ils croient que je dors. Je résisterai encore 1 minute, 1 seconde peut-être. Horreur! Le courlis a crié près de la fenêtre. Ah! Quelque chose d'atroce, d'épouvantable s'est passé. Là, contre la vitre, un visage d'enfer s'est collé. De terribles yeux vitreux, des yeux de cadavres, des cheveux d'un blanc de neige, hérissés comme des lances, et une bouche immense ricanant sur des dents noires. Une bouche rouge comme du feu ou comme du beau sang qui coule. Puis la roue de feu a tourné dans ma tête et le sommeil est venu. Et les cauchemars. Je bois le chour. Je le bois tous les soirs. Ils me gardent comme des tigres et je sens que toutes les nuits quelque chose d'atroce se passe. Quoi? Je l'ignore. Je ne peux plus penser. Je ne peux que souffrir. Quelle force mystérieuse m'a poussé de nouveau vers l'enclos des croix. Comme je m'apprêtais à partir, mes yeux se sont attachés à un bout de bois dépassant de terre à côté de la 8e croix. Machinalement, je l'ai retiré. C'était une planche portant quelques mots malhabilement écrits. L'inscription avait beaucoup souffert, mais j'ai pu lire quand même. Ami, si tu ne peux pas fuir, ceci sera la place de ta tombe. Ils en ont tué 7. Je serai le 8e, car je n'ai plus de force. Je ne sais ce qui se passe ici. C'est un horrible mystère. Fuis. Pierre Brunnen. Pierre Brunnen? Je me rappelle. C'est le nom de mon prédécesseur. Les 8 croix indiquent les tombes des gardiens adjoints qui se sont succédés depuis 8 années. J'ai tâché de fuir. J'escaladais le mur nord à un endroit où j'avais découvert quelques aspérités. Déjà, les hallebardes du faîte se rapprochaient de moi lorsque soudain, à 2 pouces de ma main, une pierre éclata, puis une autre encore. Au bas du mur, Velicho m'ajustait froidement de sa carabine et ses yeux avaient l'éclair glacé du métal, celui dont on fait les cloches qui sonnent le glas des morts. Je suis retourné à l'enclos des croix. À côté de celle de Brunnen s'ouvre une fosse fraîchement creusée. C'est ma tombe prochaine. Oh, fuir, fuir, souffrir la faim et le froid le long des routes hostiles, mais ne pas mourir dans ce mystère et dans cette horreur. Mais ils me gardent, et leurs regards se rivent à mes pas comme des chaînes.
J'ai fait une découverte. C'est peut-être le salut. Ossip verse dans le chour le contenu d'une fiole sombre. Où peut-il la cacher? J'ai trouvé la fiole. J'en ai versé le contenu. Un liquide incolore d'une odeur douce dans leur thé. J'agirai ce soir. Le verront-ils? Mon cœur, mon pauvre cœur, comme il bat. Ils boivent. Ils boivent, et j'ai du soleil dans l'âme. Ossip s'est endormi le premier. Velicho m'a regardé avec un étonnement immense, puis une lueur féroce a passé dans ses yeux. Et sa main a cherché son revolver. Mais il n'a pu achever ce geste. Il est tombé, endormi, sur la table. J'ai pris les clés d'Ossip, mais comme j'ouvrais la lourde porte du cimetière, l'idée m'est venue que ma tâche n'était pas finie, qu'il y avait derrière moi une énigme à résoudre et 8 morts à venger, et que les gardiens vivants, je serais peut-être en but à d'infernales persécutions. Je suis revenu. J'ai pris le revolver de Velicho. J'ai appliqué le canon derrière l'oreille des gardiens. Et là, à la même place où ma petite plaie me fait tant souffrir, j'ai tiré. Ils n'ont pas bougé. Seul Ossip a eu un grand frisson. Et seul, assis auprès des cadavres, j'attends le mystère de minuit. Sur la table, j'ai disposé les 3 tasses, comme tous les soirs. J'ai mis les casquettes des gardiens sur la plaie rouge de leur tête. Vu de la fenêtre, on dirait qu'ils dorment. L'attente commence. Comme les aiguilles de l'horloge glissent lentement vers minuit, l'ancienne heure terrible du jour. Le sang des morts tombe goutte à goutte sur le carrelage, un petit bruit doux, comme celui des feuilles s'égouttant après une ondée de printemps. Et le courlis a crié. Je me suis couché sur mon lit de camp et j'ai feint le sommeil. Et le courlis a crié plus près. Quelque chose a froissé les vitres. Silence. La porte s'est ouverte très doucement. Quelqu'un ou quelque chose est entré dans la chambre. Quelle atroce odeur cadavéreuse! Des pas glissent vers ma couche. Et tout à coup, un poids formidable m'écrase. Des dents aiguës mordent ma plaie douloureuse et d'atroces lèvres glacées sucent goulûment mon sang. Avec un hurlement, je me redresse, et un hurlement plus hideux que le mien y répond. Ah! L'épouvantable vision! Et comme il m'a fallu toute ma force pour ne pas défaillir. À 2 pas de ma figure, le visage de cauchemar apparu jadis à la fenêtre me fixe avec des yeux de flamme, et de la bouche affreusement rouge, un filet de sang suinte. Mon sang! J'ai compris. La duchesse Opolchenka, issue des pays mystérieux où l'on a pu nier l'existence des lémures et des vampires, a plongé sa chienne de vie en buvant le sang jeune des 8 malheureux gardiens. Sa stupeur ne dura qu'une seconde. D'un bond, elle fut sur moi. Ses mains griffues fouillaient mon cou. Rapidement, le revolver cracha ses dernières balles, et avec un grand hoquet qui éclaboussa les murs de sang noir, le vampire s'écroula sur le sol.
Et voilà, monsieur le juge d'instruction. Pourquoi à côté des cadavres de Velicho et d'Ossip, vous trouverez celui de la duchesse Opolchenka, décédée il y a 8 ans et inhumée au cimetière de Saint-Guiton. Voilà, c'était l'enregistrement original de la nouvelle Le Gardien du cimetière de Jean Ray, diffusée le 15 février 1984. Nous allons maintenant écouter la seconde nouvelle qui était prévue, c'est Azathoth de Howard Phillips Lovecraft, une très courte nouvelle. Lovecraft était un auteur américain, auteur de littérature fantastique. Il est né à Providence dans le Rhode Island en 1890 et est mort à l'âge de 47 ans en 1937. Écrivant surtout la nuit, il crée un monde inquiétant et sinistre où le macabre, l'occulte, l'horrible vont de pair, où naissent des dieux monstrueux aux noms aussi épouvantables qu'eux-mêmes, Cthulhu, Yog-Sothoth, Sobnigurat, Nyarlathotep, tous grouillants ou rampants dans des souterrains terrifiants, des campagnes hallucinées, des maisons vides, délabrées et maléfiques, et des petites villes pourrissantes qui semblent lentement s'enfoncer dans la mer. Je vous propose donc d'écouter Azathoth de Howard Phillips Lovecraft. Quand la vieillesse s'abattit sur le monde et que l'étonnement disparut de l'esprit des hommes, quand les cités grises érigèrent dans les cieux enfumés de hautes tours sinistres et laides, à l'ombre desquelles il n'était plus possible de rêver au soleil ou aux prairies fleuries du printemps, quand la science dépouilla la terre de son manteau de merveilles, et que les poètes cessèrent de chanter autre chose que des fantômes déformés par leurs regards brouillés et tournés seulement vers l'intérieur. Quand, donc, toutes ces choses furent arrivées,
et que les désirs enfantins s'effacèrent à tout jamais des mémoires, il se trouva un homme pour effectuer un voyage hors de cette existence et partir dans l'espace, à la recherche de nos anciens rêves. On sait peu de choses du nom et de l'endroit où vécut cet homme. On sait cependant qu'il était de naissance obscure. Il habitait une cité aux murs élevés, où régnait en permanence un stérile crépuscule, et dans laquelle il travaillait chaque jour dans l'ombre et le vacarme. À la fin de sa journée de labeur, il rentrait le soir dans une pièce dont la fenêtre unique donnait non sur des prés et des bois, mais sur une sombre courette où s'ouvraient également, dans le désespoir et l'ennui, d'autres fenêtres. Dans sa chambre, le panorama n'offrait au regard que des murs et d'autres fenêtres, et il fallait se pencher pour apercevoir, dans le ciel, les petites étoiles. Et parce que ne voir constamment que des murs et des fenêtres peut rendre fou un être intelligent et rêveur, l'habitant de cette pièce avait pris l'habitude, nuit après nuit, de scruter le ciel au-dessus de lui, dans l'espoir d'y trouver autre chose que ce qui existait dans le monde éveillé et dans la grisaille des hautes villes. Au bout de quelques années, il appelait les étoiles par leur nom et les suivait en imagination lorsqu'elles disparaissaient comme à regret de sa vue. Puis il parvint à découvrir des choses mystérieuses en fixant le ciel. Enfin, une nuit, un pont fut jeté au-dessus du gouffre profond qui séparait ces deux univers. Les cieux chargés de rêves vinrent se mêler à l'air confiné de la pièce et enveloppèrent l'homme dans leur fabuleuse fantasmagorie. Les violentes lueurs violettes de minuit, toutes scintillantes de leur poussière d'or, entrèrent alors dans la chambre. Puis il y eut des tornades de sable et de feu, sorties d'espaces infinis, lourdes de parfums venus de l'au-delà. Des océans opiacés s'y déversèrent, éclairés par des soleils qu'aucun regard n'avait jamais contemplés, et portant dans leurs vagues des nymphes aquatiques et d'étranges dauphins venus des profondeurs insondables. L'infini tourbillonna silencieusement autour du rêveur et l'emporta sans même effleurer son corps penché à la fenêtre. Et pendant des jours ignorés du calendrier des hommes, les vagues et les courants des sphères lointaines le portèrent doucement au royaume des rêves vers lequel tout son être aspirait. Les rêves que les hommes avaient perdus. Enfin, après qu'il se fut écoulé de nombreux cycles, ils l'abandonnèrent avec tendresse, endormi, sur le vert rivage d'un lever de soleil. Un vert rivage au parfum de lotus et parsemé de camélias rouges. Azathoth,
Lovecraft. C'était donc Azathoth, une nouvelle de Howard Phillips Lovecraft, tirée du recueil de nouvelles Dagon, paru aux éditions J'ai lu. C'était l'enregistrement original de la première émission de Démons et Merveilles, diffusée le 15 février 1984. Le gardien du cimetière de Jeanrel, lui, était tiré des 25 meilleures histoires noires et fantastiques. Et d'ailleurs, je vous donne la bibliographie de cet auteur. Il y a donc les 25 meilleures histoires noires et fantastiques, Malpertuis, les derniers contes de Canterbury, le carrousel des maléfices, les contes noirs du Golfe, la cité de l'indicible peur, les contes du whisky, le livre des fantômes, Saint-Judas de la nuit, et les 16 tomes parus des aventures d'Harry Dixon. Voir également, sous le pseudonyme de John Flanders, le monstre de Burroughs, le secret des Sargasses, la griffe du diable et Atlanta. Voilà, cette reconstitution de la première émission de Démons et Merveilles est terminée.